Eh bien, bonjour pour notre dernière séance de ce colloque du Graine 2021 à l'ACFAS. Au nom de l'exécutif de l'équipe, Cécilie Rayner, qui est là, Dominique Forêt, nous trois avons eu le plaisir de lire des demandes de subventions au cours de la dernière année et d'octroyer des fonds au nom de l'équipe. Deux bourses d'excellence pour des projets doctoraux et une bourse doctorale Graine CRIN. Et donc, nous allons aller dans l'ordre du programme ce matin et j'invite nos deux récipiendaires de la bourse d'excellence doctorale du Graine de 2021, d'abord Emmanuel Lesquet, à prendre la parole. À toi, Emmanuel. Oui, merci Mickaël. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille avec Marcello Vitali-Rosati au sein de la chaire de recherche sur les écritures numériques ici à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais présenter succinctement mon sujet de recherche et je m'arrêterai en dernier point sur les défis et les complications qui vont avec ce sujet. Pour l'explication, aujourd'hui, nous allons supposer un ou une lecteur ou lectrice humaine avec un corps. Je n'entrerai pas dans les détails vu que j'ai 10 minutes. Ça posera bien sûr tout un ensemble de questions d'accessibilité, mais je traiterai ça dans ma thèse et pas ici. Cette personne a choisi volontairement son objet de lecture et le lit pour son plaisir, avec un fort désir de divertissement, d'entertainment au sens fort du terme, au sens positif du terme, ce qui me rapprochera des études paralittéraires et des littératures de genre. J'insiste vraiment sur cette volonté, sur cet enthousiasme supposé du ou de la lecteur ou lectrice qui va du coup jouer le jeu de l'œuvre et tout faire pour progresser en elle et pour l'appréhender le plus complètement possible. Ainsi, si un geste est nécessaire pour l'activer, que ce soit un clic, une interaction, Yale le testera et explorera volontairement les possibles proposés. Nous resterons donc dans une définition assez instinctive de l'acte de lire, comme un acte de prendre connaissance d'un texte et ici d'un texte numérique. Pour que notre lecteur ou lectrice lise donc son objet, il faut qu'il y ait accès. Pour cela, il faut que le texte ait une matérialité, que ce soit de l'encre sur du papier ou des bits sur des serveurs. Il faut que le texte soit inscrit quelque part. Il faut donc que quelque chose soit manipulé pour que les signes forment un sens. Ce quelque chose va changer selon le support, selon ce sur quoi on lit. Par exemple, si on pense à un rouleau, il faudra le dérouler, enrouler. Sur un livre plus classique, il faudra tourner les pages. On peut penser aux multiples possibles qui existent déjà sur des objets papier, sur des objets imprimés, que ce soit à travers les livres d'artistes, les albums jeunesse ou les fanzines. Mais en littérature numérique, ces interactions sont également très, très diverses. Donc ces gestes nous sont familiers. Quand on pense à la lecture, on pense à quelqu'un qui va tourner des pages. On n'a pas un effort à faire pour que ça appartienne à notre imaginaire. Et c'est cette représentation qu'il va falloir que je questionne, puisque si toute lecture est outillée, elle ne l'est pas forcément avec un livre classique, on va dire. C'est quelque chose que nous avons entre nous et le texte, peut-être certes de l'encre sur du papier, mais peut-être aussi une infinité de connecteurs, que ce soit clavier-souris, des manettes, des Joy-Con ou directement notre corps en contact avec une interface. Je vais me concentrer sur les gestes qui permettent de lire, c'est-à-dire que je vais laisser de côté tout ce qui est interaction avec des stores d'applications qui s'apparenteraient au trajet entre la librairie et notre endroit de lecture. Je vais m'intéresser particulièrement aux temporalités et aux perceptions de l'espace qui vont être mises en jeu dans les textes narratifs que je vais étudier, avec toute une réflexion autour de l'invasion du quotidien et de la superposition des espaces-temps entre espace-temps diégétique et espace-temps réel, extra-diégétique du ou de la lecteur ou lectrice. Ces superpositions vont questionner notre rapport aux objets aussi, sur lesquels on lit, puisque si la fiction les convoque dans notre quotidien, c'est qu'ils sont déjà présents dans notre quotidien. Dans ce travail doctoral, je vais tout d'abord essayer d'établir un lexique de gestes, puis une classification qui permettra de confronter des catégorisations, des descriptions gestuelles à un corpus large. Pour l'instant, j'ai une catégorisation en deux
grands ensembles divisés en 3 catégories, ce qui est un petit peu beaucoup. Ainsi, je suis arrivée donc à 3 catégories corporelles, on pourrait dire immédiates entre le corps et l'œuvre. Des gestes immédiats, justement, où le corps du ou de la lecteur ou lectrice est en contact direct avec le support de lecture. On peut penser à des captations oculaires dans un casque de réalité virtuelle, à un doigt sur un écran, ce genre de choses. Des gestes outillés, où il va y avoir besoin d'un outil supplémentaire entre le corps et l'œuvre, par exemple une souris, un clavier, un Joy-Con, une manette, et des gestes hybrides qui vont lier les deux. Par exemple, si ce qui est important, c'est le mouvement d'une partie du corps, par exemple du bras du lecteur, un objet comme la Wiimote peut être nécessaire pour le capter et le prendre en compte. On est donc dans une position vraiment hybride, un ajout des deux possibles. En plus de ces gestes, j'ai un deuxième ensemble, ces catégories, j'ai un deuxième ensemble qui ouvre cette fois un rapport entre le lecteur et son environnement. Ainsi, je vais avoir des gestes spatiaux qui vont être un rapport dans l'espace, que ce soit par la géolocalisation ou par la captation du déplacement. On peut penser par exemple à Poesigo à Montréal, qui mettait en place des principes de bande GPS. Des gestes temporels qui vont s'inscrire dans une durée, qui vont contraindre le temps de lecture et le plier aux nécessités de la narration. Et enfin, des gestes fixes, qui sont des gestes pour lesquels l'espace et le temps n'ont pas vraiment d'impact, des œuvres qui pourraient être lues n'importe où sans que ça change l'histoire et à peu près n'importe quand sur la durée souhaitée par le ou la lecteur ou lectrice. J'établis ces catégories en travaillant au sein de LQM, donc de littérature québécoise mobile, sur les répertoires d'œuvres numériques. En premier lieu, bien sûr, celui de la chaire des écritures numériques, ici à l'UDEM, mais aussi en partenariat avec le répertoire développé par le NT2 à l'UQAM et celui ou ceux qui sont en chantier actuellement au laboratoire Exitu à l'Université de Laval. Mon travail consiste justement à construire et faire évoluer des vocabulaires contrôlés pour décrire ces œuvres, les œuvres qu'on répertorie, et essayer de coordonner ces vocabulaires entre les équipes. En cherchant et en référençant un grand nombre d'œuvres, notamment des œuvres extrêmement contemporaines qui sont sorties ces 2 dernières années ou ces derniers mois, j'essaye ainsi d'affiner des catégories déjà existantes. Les gestes et la temporalité que j'étudie me rapprochent bien sûr de la théorie du jeu et des game studies en général, mais je reste du côté littéraire en abordant tout ça d'un abord plus de la réception de la lecture et de l'immersivité, qui bien sûr va convoquer tout ce qui est théorie de la lecture paralittéraire, même si je pense intimement qu'il faut discuter cette appellation, et des littératures de genre en général. Les questions de plaisir et donc de définition de la lecture vont aussi être épineuses pour mon sujet, puisque je vais supposer une figure de lecteur ou de lectrice qu'il va me falloir définir en détail. Et enfin, la construction de mon corpus est un des gros enjeux, puisque la production numérique est énorme et que si je veux avoir un corpus à la fois francophone et diversifié, du moins pour mon corpus primaire, je souhaite qu'il soit francophone, mais qu'il reflète en même temps la diversité des pratiques, la part de recherche et de documentation et d'expérimentation de ces œuvres est une grosse part temporelle de mon travail. En plus de devoir prendre en compte des interfaces et des supports de lecture qui peuvent être plutôt exotiques. Quand on pense au casque de VR, on a moins l'habitude, donc il faut un certain temps d'adaptation pour prendre tout ça en main pour pouvoir l'analyser correctement. Bien sûr, nous parlons depuis des habitudes et des savoirs techniques particuliers. J'espère donc que mes habitudes personnelles, autant dans mon approche des consoles de jeu que des divers supports portables, de mes pratiques holistiques, par exemple, vont pouvoir nourrir ce travail de recherche et apporter peut-être un éclairage un peu différent, peut-être un peu inhabituel, aux théories de la littérature numérique. Et pour terminer, le dernier écueil auquel je suis confrontée, c'est la gestion des bases de données et des vocabulaires contrôlés, qui techniquement est un très gros morceau à comprendre et à appréhender,
et tout autant à mettre en place, d'autant plus dans des équipes qui utilisent des outils différents. Voilà, en gros, pour mon sujet de thèse. Merci beaucoup, Emmanuel, un projet fascinant. Oui, et donc maintenant, j'invite Kate Bundy, qui est notre autre récipiendaire d'une bourse d'excellence doctorale du GREN pour 2020-2021. You got the floor, Kate. Merci. Je vais partager mon écran. Maman. OK. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup à professeur Sinatra, Gren et ma superviseure de McGill, Dr. Cecily Rayner. Félicitations à les autres candidats aussi. Premièrement, je voudrais vous dire que je vais présenter aujourd'hui en anglais. Je suis venue des États-Unis au Québec jusqu'à comme 2 ans et demi. Donc, je ne pense pas que je suis prête pour donner toute une présentation de recherche en français, mais peut-être la première fois. Mais voilà, merci pour votre compréhension et patience et je vais continuer en anglais de parler de ma thèse doctorat. So this is basically a presentation that overviews my dissertation in progress. And the title at this point is Ibero-American Short Films in Web 2.0 as Indicators of Transnationalism and Posthumanism. So this is a dissertation that's just as much about metadata as it is about short films. I discuss how content and form propel one another, how they inform each other and betray each other, and how these processes reflect the messy combination of human thinking and machine thinking in the internet age. So the implications for this across disciplines are vast, but my narrow point of entry is in demonstrating how national labeling of short films associated with Iberia and Latin America, how this manifests in Web 2.0, and why these metadata practices can affect things like the visibility of independent short film makers and producers. So I get asked a lot, why short film, why Web 2.0? Short film is vastly underappreciated, not only in scholarship, but in commercial theaters. If you can't come up with your favorite short film off the top of your head, you're not alone. And the reason for that is that short film has a distribution problem. Shorts are largely associated with student work and for serving the function of an industry calling card for up-and-coming filmmakers and directors. What that means is that film festivals have become the main venue for short films. I myself started a short film festival in 2008 called España en Corto. And 2008 in particular was a very dynamic moment for short filmmaking. Huge changes occurred in this time, like the shift from film cameras to digital technology, the creation of YouTube and Vimeo for user upload, streaming, and sharing, the release of iPhones, the iPhone and cell phones that have filming technology, and the beginnings of social media and content creation across apps and platforms, which is a fundamental aspect of Web 2.0 versus Web 1.0. So all of these changes were part of what David Weinberger identifies as the third order of information, which basically means that both humans and machines are working together to organize digital objects and how they're found. Unlike limitations of space and labor from the past, traditional rules of information organization no longer apply. Suddenly there's infinite space, an infinite amount of ways to cross-reference an object, and with that, a never-ending downpour of information that can bury or overwhelm any object online. So thankfully, we have sophisticated search tools, and a lot of this boils down to one aspect in particular, which is metadata. So I'll give you an example of a metadata crisis that came up with my short film festival. So each year, I would get hundreds of short films from distributors and film schools from Spain. But in 2010, my committee and I realized we had a problem. 8 out of the 10 shorts were either 1, not in Castilian Spanish, and were in languages like English, French, Italian, Basque, Arabic, Mandarin. 2, filmed outside of Spain with non-Spanish actors, or 3, made by filmmakers and animators who were not originally from Spain. So I wondered, should we call this a Spanish film festival? How is each short film in some way Spanish? Because of funding, because of where it's made, because what languages are used? Again, we circle back to metadata and how a label like Spain might indicate national belonging or affiliation.
So since Web 2.0 was well underway by this time, we need to start thinking of metadata differently. Notice that Jeffrey Pomerantz's definition here of metadata emphasizes the potentiality of an informative object. This openness points to the fact that a digital object like a short film will change over its lifespan online. It's not just a label printed in a film festival program, it's a label that can influence how any person in the world with a camera and an idea could potentially be found, viewed, shared, and archived in a database or a playlist. In this sense, there's a recognition and legacy to gain from national labels. And in the case of Spain and Latin American short film, these labels carry the weight of colonial relationships, not only with each other, but with the rest of the world and with the so-called global North. So this next slide is basically just going over the main questions that are guiding each chapter in my dissertation. So I'm basically doing a medium reading in my first chapter, a distant reading through mapping metadata in my second chapter. And in my third chapter, I really zoom in and do a close analysis of the content of these films and how they reflect the third order of information. So really quick, my introduction is a lit review on how short films associated with Latin American and Spain have historically been tightly intertwined with national narratives, basically since the origin of cinema, since all cinema used to be by default short. So even in the cases of these three short film covers that you see here, we can start to piece together notions of national belonging based on visual clues like titles, imagery, fonts, actors, sponsors, you name it. So in some cases, short films are through and through tied to one nation in particular, but at other times they're highly flexible in terms of how the film was made or what the film is about. And in some cases, there's a sense of anti-belonging or global belonging even. So my first chapter really launches into an argumentative approach towards a more pluralized and networked way of visualizing the national and transnational processes of short filmmaking during Web 2.0. So here's an example of a short film that demonstrates tensions of national content versus how it was made. So ¿Por qué hay cosas que nunca se olvidan? Actually broke a Guinness World Record in 2009 for collecting over 300 prizes in film festivals. The national label for this film is listed as Spain, España. The film was actually made in Italy with Italian actors by an Argentinian director. The funding and the distribution company came from Spain. So if the film is labeled Spanish, how might this success story have been different if this film winning 300 prizes had been labeled Italian or Argentinian? So here there's clearly tensions between economic influences, marketing, and national messaging. So I use cyberculture studies and global cinema studies paradigms to argue that while there's a lot of fear that the global North will dominate and homogenize online life for latecomers from the global South, so like the other internet, the solution for this isn't necessarily an erase and replace model. It's actually to visibilize the economies and peoples involved in short making. More nuanced and networked metadata is needed. And in the case of my dissertation, I'm specifically looking at national metadata. So this is where the idea of potentiality comes in. I basically want to stretch this potential as much as possible to unpack the fetishization of national belonging in short film, especially as short filmmaking becomes more accessible online. So in my second chapter, I kind of give this a shot. I'm using mapping software to visualize national metadata across 6 attributes. So those attributes are online, what they're labeled as online, the languages that are spoken in the film and their national affiliations. Number 3, the setting. Number 4, the film's production location. Number 5, the director's nationality. And number 6, the nationality or national affiliation of the protagonist in the film. So I'm using samples from a database called cortosdemetraje.com, which claims to be the best selection of Ibero-American short films in the world and was founded during Web 2.0 years, so 2005. I take samples from 2005, 2010, and 2015. And basically, this is a sample of 42 shorts from 2005. So the idea is if you hover over the points, you'll see the short film, how it's nationally affiliated across these 6 features, and then you can toggle between those layers that are color-coded.
So in my third chapter, this is where I do close readings of 3 particular short films made during Web 2.0 years that engage with either Spain or Latin America in different ways. So not only are these films highly transnational across all the features from my metadata study, they are deeply engaged with themes of neoliberalism, surveillance capitalism, and the protagonists are posthumans or cyborgs who are marginalized in some way. So I analyzed not only the film's content, but how the films were made and why this points back to transnational and globalized dynamics of fear or activism through being constantly connected to an interface. So the point I'm trying to make here is that each of these films contains a story in which post-human bodies are inseparable from machine thinking and the transnational and colonial dynamics that are baked into that programming. So each short film engages with the story of this marginalized cyborg's oppression and how they end up working around it or actually not working around it. So my conclusion, which is in progress, not yet written, it will basically reiterate how metadata matters for visibility for short film in Web 2.0 and in the subsequent eras of our information. So it's an integral place to start in a larger digital ecosystem that is post-human in nature. So, and kind of like a bonus thought that I have here is that might end up in my conclusion is, you know, this idea that did COVID-19 bring on the death of cinema, which, you know, many people have proclaimed. So, you know, while this proclamation is most likely alarmist, it's true that we've all witnessed a pivot of the cinema industry as a result of the COVID-19 pandemic. For example, film festivals have migrated to online formats. We're watching films and media on computer, a tablet, or phone screens almost exclusively. And the incentives to make short films without travel, close contact, and with an increasing amount of animation and motion graphics is changing cinema. So localizing it and globalizing it further simultaneously through pandemic procedures. I have many questions about how this will turn out, but my dissertation takes a special interest from which point this all began to unfold at an accelerating pace, which is Web 2.0. If the third order of information is the paradigm, then metadata is most certainly the impetus. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, Kate, for a wonderful presentation, a very, exciting project. Looking forward to more papers in years to come. Come back to, the Creed and the Grain to tell us as things unfold. I was just also thinking about impact of, I'm not going to start asking questions, we're not supposed to ask any questions, but I'll follow up with you. It's really great. Et maintenant, notre troisième récipiendaire de la bourse, d'une bourse du Grain, en collaboration, association avec le CRIN, est Antoine Fauchier, à qui je passe la parole et l'écran. Merci, Michael. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ouais, super. Là, on est sur la page 5, par contre. Alors, attendez, bougez pas. Je sais partager mon nouvel écran. Hop, je reviens. Voilà, c'est la bonne page. Alors, hop. Merci de me permettre de présenter mon sujet de thèse ici. Alors, en préambule, je voudrais déjà remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque, ainsi que les différents intervenants. Donc, merci à Joyce Borough et Michael Sinatra. Je vais aussi en profiter pour remercier très vivement le comité exécutif du groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique pour sa confiance et pour cette bourse qui m'est attribuée, mais aussi pour son audace, d'une certaine façon, parce que comme vous allez le découvrir, mes recherches explorent des terrains encore peu exploités, connus par nous dans notre domaine, mais peut-être moins dans d'autres secteurs. Et puis aussi pour dire que j'ai la chance de pouvoir profiter de l'expertise des membres du GREN, et notamment des travaux de Michael Sinatra et de Marcello Vitali Rosati, sans qui je ne serais pas là, ni en théorie, ni en pratique. Alors, je voulais également préciser que présenter le travail d'une thèse débutée il y a 18 mois, c'est un travail délicat, surtout en 10 minutes. Je me sens un petit peu penaud face aux 2 présentations très brillantes. Je vais essayer de faire aussi bien. On verra un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Donc, cette thèse est dirigée par Michael Sinatra et Marcello Vitali Rosati, et je suis actuellement inscrit au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Alors, je vous propose d'entrer dans ma thèse pendant quelques minutes avec une approche relativement classique dans un premier temps, et puis d'essayer de rentrer un peu plus loin pour vous montrer les travaux que je suis en train de mener actuellement ces semaines.
Donc, je vais vous présenter 5 points, une contextualisation, une problématique et l'hypothèse, les objectifs que je me suis fixés, la méthodologie et enfin des travaux en cours pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire concrètement. Alors, on va commencer par la contextualisation et de la nécessité pour moi de s'interroger sur comment le livre est-il fabriqué. Comme vous le savez, le livre a une longue histoire faite d'évolution et de bouleversements plus que de révolution. D'un point de vue pratique, nous sommes passés de l'impression à caractère mobile à l'impression à la demande, en passant par le livre de poche ou le livre numérique. Comme vous le savez aussi, imprimer un livre en offset ou en impression numérique change considérablement de nombreux paramètres, principalement sur le temps de diffusion, mais aussi sur les coûts que peuvent représenter la fabrication et la diffusion. Alors, cette question a été étudiée par de nombreux chercheurs et chercheuses, de Roger Chartier à Bertrand Legendre, pour les citer juste eux deux. Alors que ce soit la mise en réseau, l'essor du livre numérique ou le recours systématique à des outils comme le traitement de texte, le numérique est désormais présent jusque dans les procédés d'écriture. Vous écrivez, nous écrivons avec des dispositifs techniques. Alors, à la suite d'évolutions technologiques, les métiers du livre se sont progressivement informatisés, faisant apparaître de nouveaux moyens de production et de diffusion. L'arrivée du web, d'abord comme canal de diffusion, puis aussi comme moyen de production, c'est ce que j'étudie, est probablement un point d'achoppement déterminant. On peut ici signaler les travaux notamment de Christian Vandendorp ou, à propos de l'introduction de l'hypertexte, aussi ceux d'Alessandro Ludovico concernant l'hybridation de l'imprimé et du numérique, ou encore ceux de Marcello Vitali Rosati autour du concept d'éditorialisation avec la reconfiguration des dispositifs de production et de diffusion. Cette contextualisation étant posée, il s'agit maintenant de s'interroger sur la problématique et l'hypothèse, et donc les modélisations éditoriales et une certaine vision du monde. Les processus de publication sont reconfigurés, des modèles tendent à supplanter le duo Word et InDesign que vous connaissez sûrement dans vos différents travaux et dans vos différentes collaborations pour certaines revues numériques. Donc souvent Word est utilisé pour la gestion du texte, InDesign pour la mise en forme. Cette reconfiguration donc, des processus de publication engendre des bouleversements dans les pratiques d'écriture et d'édition, dans le champ littéraire. Les livres ne sont plus ou ne sont pas conçus, fabriqués et diffusés de la même façon. Alors, difficile ici de ne pas faire référence au concept d'énonciation éditoriale d'Emmanuel Souchier, exploité aussi par Yves Jeanneret. Et puis, concernant le travail des auteurs et des éditeurs, c'était aussi tout l'objet de l'étude d'un livre très important de Matthew Kirschenbaum qui s'est intitulé Track Changes sur la question des traitements de texte. Alors, nous allons ici, je vais jusqu'à apporter l'hypothèse que le sens est généré d'une nouvelle façon, d'une façon nouvelle, car les formes de son inscription changent, et les formats, les protocoles et le code sont autant l'origine que la manifestation de ces bouleversements. Je m'inscris ici à la suite des travaux de J. David Bolter avec Writing Space, déjà début des années 2000, ou des recherches plus récentes de Marcello Vitali Rosati avec l'écriture en cours de la méta-ontologie. Toujours dans cette question de la problématique et des hypothèses et de la modélisation éditoriale et de la vision du monde, on part du principe aussi qu'il n'est pas possible de dissocier le texte de sa représentation, que l'énonciation est ancrée dans le processus. Tenter de prouver, ou tout du moins d'épuiser cette hypothèse, j'observe des initiatives éditoriales classiques et originales, mais aussi conventionnelles et non conventionnelles en déterminant des canons et des marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle conventionnel ou classique? Je ne vais pas m'attarder sur cette question qui demanderait un petit peu plus de temps. On peut toutefois dire que le qualificatif de conventionnel peut se rapporter à des usages majoritaires, comme les plus répandus. Les artefacts auxquels le lecteur a accès portent les marques des protocoles et des outils utilisés pour les produits. En d'autres termes, utiliser un traitement de texte ou un langage de balisage léger influence sa publication. Par exemple, une publication simultanée sous plusieurs formes, imprimée, numérique, homothétique, enrichie, ce dont parlait Jean-François ce matin, le single source publishing. Les implications sont d'ordre philosophique, sociétal, mais aussi économique. Mais d'autres traces de ces changements peuvent être observées dans les modes d'écriture ou d'édition, et c'est cette piste que je souhaite suivre dans les prochains mois. En termes d'objectifs, je parle ici de fabrique de publication. Pourquoi en parler? Alors, je souhaite dépasser un premier concept qui est celui de chaîne éditoriale ou de chaîne d'édition, abondamment utilisé dans le domaine du livre. Le choix du terme fabrique est fait en comparaison avec d'autres termes, regroupés dans plusieurs champs lexicaux comme outils, instruments, dispositifs, machines, ou technologie, technique, méthode, ou encore chaîne, système, fabrique ou forge. Je vous ai mis une petite citation de Wilhelm Fusser qui définit dans un petit ouvrage très intéressant le concept de fabrique et comment lui, il le comprend et comment il l'explique. Alors, ces différentes notions, que ce soit les fabriques ou les autres que je viens d'exposer,
entrent en résonance à la fois avec des programmes et logiciels, mais aussi dans la dimension sur mesure de ces solutions, c'est-à-dire de pouvoir créer justement des fabriques de publications qui correspondent à des usages précis. Alors, avant de passer à la méthodologie, je dois souligner ici que dans ces fabriques de publications s'opèrent en creux de nouvelles formes aussi d'écriture. En termes de méthodologie, j'axe mon méthodologie à travers principalement 3 points. Premièrement, analyser l'existant, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais aussi mettre en œuvre des concepts théoriques à travers certains prototypes de fabriques de publication. Et enfin, interroger les praticiens et les praticiennes de l'édition numérique qui utilisent ces fabriques à différents niveaux. Alors, je ne m'attarde pas plus dans la méthodologie puisque je vais parler des travaux en cours qui expliquent un petit peu comment je travaille. Alors, mes travaux en cours, c'est à la fois des lectures, des analyses, des prototypes, mais aussi des publications. En termes de lecture, mes lectures et mes relectures actuelles vont de Marshall McLuhan à justement J. David Bolter, avec la découverte récente aussi de Karen Barad grâce à Marcello ou de Edith Stenen dans le champ du texte brut. Je suis en train de continuer une série sur les fabriques de publication qui a commencé. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être analysés, que j'ai publiés sur mon carnet que vous trouverez en lien à la fin de cette présentation. Donc, sur différents outils que vous connaissez peut-être, allant de LaTeX à Pandoc, en passant par Quire, Orgmod, ou Jekyll. Donc, l'idée ici, c'est de faire des analyses de fabriques de publication qui sont utilisées dans différents projets d'édition numérique et de pouvoir relever un certain nombre de points. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir prototyper et pouvoir expérimenter certaines choses. Alors, j'ai la chance et l'occasion de travailler sur de nombreux projets via la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques dirigée par Marcello Vitali-Rosati ou via le GREN aussi. Et donc, j'ai pu, par exemple, alors je ne vais pas citer tous les travaux de la chaire puisqu'ils sont nombreux, et ce n'est pas l'objet ici, même si c'est en lien avec ma thèse, mais je peux ici citer 2 prototypes qui correspondent à mes recherches actuelles. Une première fabrique ici, alors vous voyez que le texte est un peu un texte random puisque j'ai repris une édition d'Alice au Pays des Merveilles uniquement pour des besoins de test. Donc ici, c'est une chaîne multimodale qui permet donc de produire différentes formes et d'appliquer différents modèles de publication à partir d'une chaîne structurée et balisée grâce à un certain format que je ne vais pas détailler ici. Donc ça, c'est un premier projet qui a fait l'objet en fait d'une formation en lien avec le CRIN et le GREN donnée à des personnes en partenariat avec l'agence Topo. Le deuxième point, c'est le deuxième projet qui est en cours, que Jean-François a mentionné ce matin, c'est le Neuvaine Decameron, qui est une publication feuilletonesque, puisqu'elle est encore en train de se faire. Dans quelques heures, peut-être dans moins d'1 heure, vous verrez ce texte-là de Carole Levesque, qui sera bientôt en ligne. Et donc, ça nous permet ici, avec notamment Louis-Olivier Brassard, qui est un autre étudiant de l'Université de Montréal, d'expérimenter un certain nombre d'outils avec Jean-François donc, et aussi Chantal Arguet aux commandes pour la partie éditoriale. Autre projet qui est encore en cours et qui sera présenté lors du colloque Études du livre au XXIe siècle. Donc là, c'est plutôt une performance, une communication qui s'est déroulée sur plusieurs semaines, que j'ai publié donc, en ligne sous forme d'un texte qui s'est déroulé au fur et à mesure. Et donc, une présentation synthétique de ce travail avec des échanges auront lieu le lundi 17 mai 2021 en ligne, donc dans le cadre de ce colloque Études du livre au XXIe siècle. Alors, je ne m'attarde pas plus longtemps. Ce que je peux vous indiquer ici, c'est un certain nombre de liens. Mon carnet de recherche que vous pouvez trouver à cette adresse-là, où j'essaie de publier régulièrement au moins une partie de mes recherches qui peuvent correspondre à notamment des analyses, mais aussi des lectures ou d'autres choses. J'ai aussi un bot sur Twitter ou sur Mastodon qui envoie des commits littéraires automatiquement. Vous avez ici les 2 liens. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous voulez plus d'informations sur mon sujet ou si vous voulez en discuter. Voilà. Merci de m'avoir laissé le temps de présenter mon sujet de thèse. Merci beaucoup, Antoine, et merci encore une fois à Emmanuel et à Kate d'avoir présenté leur recherche ce matin dans le cadre du GREN. Et comme mot de la fin pour Joyce et moi comme co-organisateurs du colloque GREN 2021, un grand merci à tous les participants et au plaisir de vous voir pour d'autres activités de notre équipe à l'automne et probablement à l'ACFAS l'an prochain qui aura lieu à Québec cette fois. Donc encore merci beaucoup à tous et puis bonne fin de journée, fin d'année, reposez-vous bien, vaccinez-vous bien et puis au plaisir de vous voir. Gracias, bye, merci, au revoir. Merci beaucoup aux organisateurs, là. Merci.